Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être avec Maxime Topolov, le jeune et heureux patron de Adiax. Salut Maxime. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir sur ce podcast. On se connaît de quoi depuis 2-3 ans, je crois. Ouais. Et on est un peu concurrents, mais on est plutôt assez Plus maintenant. Plus maintenant aussi indirectement, mais on s'est toujours très bien entendu. Et je trouve ça assez cool. Et je vais te demander, comme il se doit, de te présenter, Maxime. Eh bien, Maxime, donc je suis né dans une ville qui n'existe plus, qui s'appelle Leningrad, et dans un pays qui n'existe plus, l'URSS. Et à part ça, je suis dans le digital depuis l'âge à peu près de 16 ans. J'ai commencé par tout un tas de trucs, arrivé en France à l'âge de 13 ans, et voilà, donc je suis franco-russe, autodidacte, et je passe quasiment l'intégralité de ma vie professionnelle dans le digital. Alors, il faut pas que tu tournes la tête en parlant dans le micro, sinon voilà. Et donc, attends, Leningrad, URSS. Donc, en effet, puisque ce n'était pas la Russie et ce n'était pas Saint-Pétersbourg. Maintenant, c'est Saint-Pétersbourg. Voilà, très bien. Et donc évidemment, tu te souviens de toutes ces années, parce que jusqu'à 13 ans, a priori. Ouais. D'accord. Et pourquoi la France? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est assez simple. Mes parents, ils sont artistes peintres dans l'âme. C'est leur passion. Maintenant, dans l'âme et dans le métier aussi. Dans le métier, alors en Russie, non, ils étaient architectes parce que pour être artiste peintre là-bas, c'était un peu compliqué vu la période. Et du coup, dès qu'ils ont eu l'occasion, c'est-à-dire dès la chute du mur de Berlin, un peu plus tard, en 92, quand il y a eu la chute de l'URSS, ils sont partis en France parce qu'il y avait une occasion par des connaissances d'organiser des ventes aux enchères de peinture ici à Drouot. Et donc ils sont enfin pu réaliser leur passion et vivre de ça. Ils vivent depuis 30 ans maintenant en France, un peu moins, 28. Et ils vivent de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont venus en France. Et moi je les ai suivis. Légalement? Ah, légalement, complètement. Ouais. Oui, on a eu quelques aides pour obtenir des papiers, comme on dit, mais à la préfecture, un petit tableau, c'est bon. Mais globalement, oui, tout à fait légalement, normalement. Et du coup, t'es arrivé à 13 ans en France. Tu parlais pas français? Non. C'était le premier pays, c'est la première fois que je sortais en dehors de la Russie, et c'était mon premier pays que je visitais, première fois en Europe, première fois à l'avion, première fois tout, donc parlais pas français non plus. Quoi, tu arrives en 5e ou un truc comme ça? Alors, un peu compliqué quand t'arrives, en fait, comme tu parles pas français, c'est difficile pour les professeurs de t'évaluer sur ton niveau scolaire réel, donc j'ai fait 6e, 5e, 4e en une année, donc ils m'ont fait remonter à chaque fois, voilà. Tu t'en souviens très bien, du coup? Oui. Et t'avais, même au niveau social, des potes, tout ça, ça doit être chelou, parce que ici, t'as plus rien. Forcément, tu parles pas, donc c'est difficile, surtout, les gamins, on est à l'adolescence, la communication, déjà, c'est compliqué. Alors, si en plus tu parles pas, puis j'étais plutôt introverti à l'époque, donc c'était doublement compliqué. Mais oui, c'était une période pendant 6 mois, 1 an, c'était un peu compliqué, mais ça va. D'accord. Et donc tu débarques là, t'as des frères et sœurs, toi? Non. D'accord. Avec tes parents qui eux donc vendent pas de frères direct, mais en tout cas, au moment où j'étais arrivé, j'étais tout seul. D'accord. Et tes parents sont donc eux vendent des œuvres d'art, des tableaux, des choses. Ils font de la peinture, donc ils vendent des tableaux, c'est ça, depuis. D'accord. Très bien. Artiste peintre. Donc et toi donc rien ne te prédisposait à aller dans le digital, l'informatique? Absolument pas. En fait, tout a commencé quand j'étais arrivé, justement. Donc, c'est 93, donc 2 ans après, 95. La galerie des parents ferme, on déménage de plein Paris vers Asnières, voilà. Et là, je trouve un copain qui s'appelle Ous, un Libanais, et on se dit, tiens, on va faire un jeu vidéo.
parce qu'on jouait pas mal aux jeux vidéo. On s'est dit tiens, on va faire un jeu vidéo. Sauf qu'évidemment, on connaissait pas du tout la programmation, on savait rien de tout ça. Et donc on a appris à essayer de faire un jeu vidéo, un shoot 'em up qui s'appelait Firecrow à l'époque. On a mis 1 an à peu près à le faire et on l'a vraiment fait mieux que le R-Type de l'époque. Et on l'a vendu à une boîte, un éditeur qui s'appelle Carapace, et il s'est vendu à 360 000 exemplaires, je crois. Donc c'était plutôt une bonne réussite. Pas mal, à 16 ans. 16 ans, première fois qu'on faisait de la programmation, première fois qu'on a tout fait de A à Z. Voilà, donc ça c'était le début du digital. Mais ça marchait sur quelle plateforme? Sur PC? C'était DOS, Windows, du DOS à l'époque pour ceux qui s'en souviennent. Ouais. D'accord. Et donc du coup, tu crées ce truc vraiment from scratch. Tu trouves les ressources où? Dans des bouquins, même pas Internet, si? Bouquins, Internet a commencé tout juste. Beaucoup de bouquins, C++, on apprend et surtout en testant, comme finalement n'importe quel développeur aujourd'hui, ce qu'on teste, ça marche pas, on reteste, ça marche pas. Et puis il y a un peu ça de marche. Design là-dedans. Et design, j'ai appris le 3D Studio Max, j'ai fait tous les trucs, tous les meshes en 3D aussi. Ouais. Et tout ça, t'es quoi? T'es en seconde, première? On a commencé en seconde et on a fini vers la quand on a vendu vraiment tout le truc en vers terminale, ouais. Et l'objectif à l'origine, c'était ça? Non, l'objectif c'était faire mieux que R-Type. R-Type, c'était la référence du shoot 'em up à l'époque. Et du coup, le shoot 'em up, c'est un jeu sur lequel t'as un vaisseau qui shoot des objets, d'autres vaisseaux, etc., qui avancent généralement de gauche vers la droite. Enfin, c'est ça. R-Type, c'est gauche à droite, et nous, c'était du bas vers le haut. D'accord, très bien. Et du coup, tu le vends. Ouais. Donc, on s'est fait arnaquer complet. D'accord. Combien, tu te souviens? Alors, on a touché 100 000 francs. 15 000 euros. Donc 15 000 euros. Et l'éditeur avait touché 2 millions de francs. Mais non. Ouais. Donc on s'est bien fait avoir, mais c'est pas grave. C'était la vie. Il fallait apprendre aussi le business comme ça. Puis 15 000 euros, j'imagine qu'en première, t'es le roi du pétrole. En première, mes parents sont plutôt pauvres, donc on habite dans une banlieue au nord de Paris. Donc évidemment, quand t'as 15 000 balles, t'es le roi du pétrole. Donc là. Ouais. Et t'avais un ordinateur ou c'était Ouz qu'on avait? Non, on avait tous les deux un ordinateur. On avait des ordis qu'on achetait rue Montgalet. C'était les tours que tu montes toi-même. Voilà. Et exactement. Et voilà. Rue Montgalet à Paris, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment le repère des nerds qui achetaient vraiment leur PC. Il y avait Surcouf pour le grand public et puis, on va dire la Fnac et Darty pour le très grand public, Surcouf pour les un peu connaisseurs et rue Montgalet derrière avec principalement des Asiatiques, souvent, qui vendaient des trucs incroyables, pas cher. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, il y a eu un site, rue montgalet.com, je crois, qui à l'époque, non, mais aujourd'hui, ouais. Et du coup, tu montes ce truc, tu le vends, t'arrives en terminale, t'es quoi, parcours traditionnel, tu te fais quoi? Traditionnel, évidemment, comme ça m'intéresse moyennement les études, je continue à l'université parce que j'étais pas du tout prêt. Déjà, je connaissais pas forcément toute la structure avec des prépas, des machins, etc. Donc, je suis à l'université, je faisais de la physique quantique. Un truc qui me faisait royalement chier, mais bon, voilà, je continuais et puis j'ai commencé en T'étais bon quand même? J'étais bon c'était très inégal. Quand quelque chose m'intéressait, j'étais bon. Je faisais, par exemple, l'algèbre, des choses comme ça. J'avais des 20 sur 20 et quand ça m'intéressait pas, j'avais des 5. Donc c'est très inégal, voilà. Et par contre, je continuais du coup à travailler en parallèle des études, toujours avec Ous. On faisait des personnages 3D à l'époque beaucoup, dans une société qui s'appelait Cyberact. Et là, on a créé un moteur 3D, on a même fait l'animation du Noël de l'Élysée avec Jacques Chirac pour les petits-enfants, avec des personnages 3D qui parlaient avec le public. Donc on faisait plein de trucs comme ça. Et c'était des piges, t'étais en freelance ou t'étais... Non, j'étais salarié d'une boîte qui s'appelait Cyberact à l'époque. Ouais. Et qui faisait des bornes interactives, des choses comme ça. Mais c'était en parallèle des études. Donc le matin les études, le soir je bossais. Donc voilà. Et tu es retourné toujours chez tes parents et exactement. Voilà. Exactement. Et du coup, tu fais tout ça quelques années. Tu obtiens un master ou un... Non, même pas. Je me suis arrêté à la maîtrise. Ça m'embêtait trop. Je suis parti du coup à ce moment-là, j'étais parti dans une autre boîte qui s'appelait Hypnotizer, qui faisait Flash. Avant Flash, c'est-à-dire c'était de la vidéo mixée avec des éléments interactifs qui devait aller au Nasdaq et puis 3 mois après déposer bilan. Avec l'explosion de la bulle Internet ou... D'accord. Donc 2000. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, avec 3 des mecs qui étaient dans cette boîte-là, on a essayé de monter une boîte qui s'appelait Eutexis, dont le
principe était assez simple. C'était de faire de la sous-traitance de développement informatique en général, PHP, ce que tu veux, en Russie. Moi, je me suis dit, je suis russe, je connais plutôt bien le pays, c'est pas cher là-bas, faisons ça. Là, on est en 2000. Donc là, on est en 2000. Ouais. Je crée ça. On n'y connaît rien tous les trois. On n'a pas de réseau, pas de connaissances. On est plutôt des geeks, des développeurs, peut-être bons, mais voilà. Et on prend des pages jaunes, quoi. Enfin, limite, allez appeler les gars. Donc, évidemment, ça marche pas du tout. Donc, au bout d'un an, je pense que un an et demi, 2 ans, peut-être, c'était mort, hein, en gros. Et je retourne en bas de l'échelle, développeur, dans une boîte qui s'appelait Haiku, qui faisait des portails WAP à l'époque pour les opérateurs téléphoniques. Donc à un moment donné, ils faisaient tous les portails de Bouygues notamment. D'accord, très bien. Là, c'était la première fois que je touchais à du non C, à du web. C'est un langage informatique. Hein. Je précise. C'est Sharp. Oh non, c'est bien avancé. C'est d'accord. Du C tout court. Le vrai C, le vrai. Et là, c'était marrant. Je touche déjà des outils pour création de sites web, certes sur du WAP, donc sur des portails mobiles à l'époque, mais quand même c'est du Internet. Et surtout, je bosse dans une boîte plutôt organisée, plus structurée que ce que ne pouvaient l'être les petites précédentes. Et Eutexis, pour revenir 2 minutes dessus, donc vous étiez 3, tu dis, vous montez ça, tu fais des allers-retours en Russie quand même, physiquement? J'en ai fait 1 ou 2, mais si tu veux, avant, les mecs là-bas me disaient, c'est très bien, on peut faire tes projets, mais ramène des projets. Et t'en as pas signé? Et j'en ai signé, en fait, j'ai fait de la régie du coup à la fin pour manger, mais au final, non, j'avais pas signé, on n'a pas signé un projet, quoi. D'accord. On a tenu 1 an en faisant des petites régies chacun à titre personnel, mais on n'avait aucun gros vrai projet. Ou si peut-être un avec un mec complètement loufoque qui nous a même pas payé, je pense, mais voilà. Donc l'importance du bizdev quand même dans tout ça en fait. Bon, l'importance de comprendre ce que c'est qu'une entreprise déjà, ce que c'est qu'un client, même sans forcément d'avoir des bizdev, mais juste comprendre comment ça fonctionne, parce que là c'est vrai que on a tout eu faux, quoi, de bout en bout, tant dans le discours, dans la présentation de ce qu'on faisait, dans la clarté de l'offre, dans l'approche commerciale, tout. Puis on était jeunes, on avait 20 ans quand t'arrives. Déjà t'es une petite boîte, t'as 20 ans. Pendant la bulle Internet, compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, à 22 ans, t'as déjà vendu un jeu, planté une boîte, fait un peu d'études, fait un master, donc honorable, plusieurs pays, en plus, donc biculturel. T'as quand même un bagage intéressant et un intérêt fort pour un moment clé quand même pour le code. Je pense que ce qui a vachement joué, ce qui est très important, c'est effectivement que le code, quand j'ai commencé à en faire, ça a été devenu une vraie passion. C'est pas forcément le code en soi, mais de créer des choses avec ses mains ou là pour le coup avec ses doigts. C'est un vrai plaisir. Et quand t'en tires c'est plus un effort, c'est plus tellement de la motivation. Il faut beaucoup travailler. Non, j'ai jamais eu l'impression de beaucoup travailler alors que je faisais peut-être 12 heures par jour, je pouvais passer sur du code. Parce que c'était une passion, parce que j'aimais ça. Et quand tu vois le résultat fini de quelque chose que tu as réalisé, c'est vraiment jouissif pour moi. Et donc c'est ça qui a fait, c'est la finalité une fois que c'est terminé, que ça fonctionne bien, que ça roule. Exactement. Etc. Quand tu vois le truc sur un grand écran, en 3D, que t'as un acteur derrière, qui fait bouger ton personnage, tu te dis, c'est bon. Ton trip est aussi dans l'exécution, je veux dire, est-ce que le fait d'aller plus vite, plus fort, plus clean, plus machin, des gros trips de codeurs un peu hard, on parle de 10x en ce moment, de gens qui essayent d'aller 10 fois plus vite, ou de choses comme ça, c'était pas... Non. Il y a à l'époque, il y avait pas mal la démo scène, par exemple, c'est un truc qui me passionnait beaucoup, donc la scène démo, ça existe plus trop maintenant, mais c'était l'idée c'était de faire des jolies animations temps réel, dans un espace mémoire et taille fichier limité. D'accord. Ça, c'était un truc qui m'intéressait, mais plus pour le côté créatif que le côté juste optimisation. L'optimisation pour l'optimisation, c'était pas trop mon truc. D'accord. Donc tu bosses pour Haiku, tu fais du WAP. Donc WAP, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'était vraiment l'ancêtre de tout ce qui se passe sur les smartphones aujourd'hui, c'est-à-dire des technos qui te permettaient d'afficher c'était lancé de la 3G, 2G, enfin voilà, c'était vraiment de l'échange de data. Mon plus beau souvenir, c'était le site de Playboy qu'on a réalisé. Donc c'était très sympa parce que les gens payaient 3 € par mois pour avoir accès à imagine la taille d'un 3310. Donc l'intérêt était tout à fait limité. Un écran bichromie, hein, donc c'est ça. Non, c'était très sympa parce que du coup, les gens payaient cher pour avoir ça. Donc ouais, c'était ça. Haiku.
Puis Aiko est vendu à Index, les dirigeants s'en vont. Et moi, du coup, je sens que la boîte va péricliter aussi parce que le WAP c'était fini, qu'il y avait plus tellement intérêt à avoir un CMS, enfin un outil spécifique pour le WAP, et c'était vraiment tout était créé, pensé, tout l'outillage était pensé pour ça. Aucun intérêt puisque maintenant le web c'était affiché sur des smartphones. Et donc je m'en vais dans un tout autre domaine, les télécoms. C'était Streamwide. D'accord. Pour gérer finalement des produits. Sauf que j'arrive dans une boîte que je connais, dans l'industrie, je n'y connaissais pas grand-chose. Évidemment, je connais rien de télécom, si ce n'est que le côté WAP. Or là, on était dans le vrai télécom, c'est-à-dire messagerie vocale, carte prépayée, routage téléphonique, cœur de réseau. Donc c'était et le edge, c'était par contre que ils utilisaient un langage qui est plutôt web, le PHP, pour créer tout ça. D'accord. Et il y avait quand même des gros clients. Il y avait beaucoup de clients en Afrique, mais maintenant, ils équipent SFR, par exemple, Orange aussi dans certains pays. Donc voilà. J'étais arrivé 12e employé, et quand j'ai quitté cette boîte 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard, ils étaient plus de 200. D'accord, donc là tu vis une sorte de grosse croissance, tu connais bien les founders, toi t'es au produit, c'est-à-dire tu dev plus? Je ne dev plus, j'ai une équipe de dev derrière moi, je crée les produits. Le premier produit que j'ai dû créer, c'est les cartes prépayées. D'accord. Donc je me rappelle toujours Pascal, qui était mon boss, qui arrivait dans mon bureau, il venait de signer pour Wana, qui est un opérateur marocain, à l'époque, qui venait de se créer. Il venait de signer, de vendre le système de cartes prépayées, alors que le produit n'existait pas encore. Donc, il vient me voir, il me dit, écoute, t'as 1 an avant la delivery, pour créer, ou même 8 mois, je crois, pour créer, un système de cartes prépayées. Et je me rappelle, je dis, mais j'y connais absolument rien. Bah, il dit, renseigne-toi, pose-moi des questions si tu veux, mais tu dois créer un système de cartes prépayées. Donc, c'était assez rock'n'roll pour créer un produit de A à Z télécom que je connaissais pas grand chose et que je savais pas du tout comment créer les cartes prépayées. Donc je suis parti d'une fée blanche. Donc une carte prépayée, on est d'accord, c'est par exemple une carte SIM dans laquelle tu as 4 heures de communication et pas forcément une carte SIM, juste une carte recharge, une recharge de ton forfait. Ouais. C'est-à-dire qu'ici en France, les forfaits comme ça prépayés, ça n'existe plus trop parce que tout le monde est débité tous les mois. Tu prends l'Afrique, l'Asie, n'importe où, tout est prépayé. Ouais, donc c'est un gros business et c'est un business qui. Et du coup, tu le fais en 8 mois, 12 mois. Et comment tu fais? C'est quoi tes tu pars comme quand tu crées ton jeu vidéo. Ouais. Quand tu crées un jeu vidéo, tu pars d'une idée, tu dis voilà, j'ai besoin de des cartes, j'ai besoin des code PIN qu'il faut imprimer dessus, qu'il faut distribuer, ils ont des valeurs différentes, et puis on a en fonction des prix de l'appel, entrant, sortant, roaming, par roaming, enfin c'est assez compliqué quand même, les structures de prix, on va débiter cette carte, et puis quand elle arrive à 0, elle est plus utilisable, etc. On a eu un petit moment de panique quand même à un moment donné, parce que, parce qu'au moment, donc il y a quelques millions de cartes qui sont imprimées, je me rappelle toujours, donc ils sont déjà imprimés, mis sous scellés, distribués dans l'ensemble du Maroc, dans toutes les boutiques qui vendaient ces cartes-là. Et à ce moment-là, la base de données contenant les codes PIN secrets, générés unique et générés une seule fois, donc impossible de les régénérer comme ça, qui tombe. Impossible de la reconstituer depuis les bases de données. Et là, on sentait un petit panique à bord parce que finalement, on avait des millions de cartes qui étaient distribuées partout dans le pays et qui étaient inutilisables. Et impossible de régénérer les codes PIN. Donc là, c'était très compliqué. On a reconstitué la base à partir des logs, on a rejoué, ça a duré des jours et des jours. C'était une tension, mais ça marchait, oui. Vous avez livré en temps et ça marchait. Ça marchait, oui. D'accord. Et donc tu es resté. C'est devenu maintenant le 2e opérateur marocain quand même. Et Streamwide, donc tu me dis, tu es resté combien de temps? 4-5 ans. 4-5 ans. Donc ton 2e job, premier vrai longue, on va dire, aventure, t'arrives quoi 2007, 2008, un truc comme ça? Ouais, 2007. À partir de 2007, 2 choses se passent. L'iPhone sort et je sens que le télécom, alors je sens, c'est à l'époque, c'est maintenant facile à dire maintenant de manière en rétrospective, mais à l'époque, je sens quand même que c'est pas forcément le truc d'avenir quand même. On sent que le business global du télécom va probablement tomber, l'ARPU, le revenu par utilisateur va probablement tomber. Donc, ça veut dire que les mastodontes... ARPU, un terme important, ARPU, Annual Revenue Per User, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Oui. Donc, il faut savoir qu'avant Free, avant iPhone, avant Skype, avant WhatsApp, avant tout ce Telegram et tous ces systèmes-là, les gens pouvaient dépenser beaucoup pour la télécommunication. Or, dès que tous ces apps sont arrivés, et surtout avec l'arrivée d'iPhone, les apps, etc., les revenus des opérateurs ont vachement tombé. L'arrivée de Free plus tard a encore tué la poule aux œufs d'or. Donc du coup, c'était à peu près fini, quoi. Il y avait maintenant, aujourd'hui, les opérateurs sont
très tire tous les prix vers le bas. Il y a plus d'un gros investissement. C'est assez compliqué. Tu n'es plus qu'un tuyau. Ils essaient de se battre là-dessus, mais de dire je propose comme le fait SFR ou Altis Média avec des abonnements pour du foot, avec des abonnements pour de peut-être OCS, Orange Cinéma Série ou des choses comme ça. Te dire tu peux avoir du contenu, mais au final ton opérateur ne devient plus qu'un tuyau. Au final, tu prends ton abonnement Netflix comme tout le monde. Exactement. En plus. OTT. Exactement. Et là, donc à ce moment-là, donc je pense quitter, mais je sais pas trop où, sans trop savoir. J'ai deux propositions. Je rencontre via l'ancien boss d'Haïku, Axel Dreyfus, je rencontre Yann Perron, qui sera devenu mon futur associé. Et on essaye de se croiser. Il avait lancé à l'époque un site qui s'appelait My Video Planet, qui était le principe, c'était un booking.com avec de la vidéo. Donc, hôtel de luxe, appart de luxe à Paris, on les filme caméra point avec de la vidéo et on pensait de lancer ce site-là. Et en parallèle de ça, j'avais une autre proposition d'une petite start-up d'un mec qui revenait des États-Unis, qui voulait faire qui faisait du .NET, et moi j'aimais pas trop .NET, j'étais anti-Microsoft à l'époque. Et j'ai dit non, en plus il voulait pas très bien me payer, il voulait me proposer que des stocks, beaucoup de stocks, mais pendant très peu de salaire, puis j'y croyais pas trop. Bon, manque de chance, c'était Criteo. Ah, c'est con. Ouais. Donc, mais bon, comme quoi on peut faire toujours des conneries. Mais et du coup, je reviens sur deux choses là-dessus parce que je connaissais pas ce point-là. C'était Jean-Baptiste Rudel, du coup. Ah, je me souviens plus exactement, mais c'était les deux, ils étaient 4 au-dessus du KFC à Strasbourg-Saint-Denis. D'accord. C'était tout le début. Et l'autre point, c'était le .NET. Donc .NET, qui est un langage qui appartient à Microsoft. Chez les devs, on a quand même des écoles un petit peu. Alors l'école .NET a un peu perdu quand même, là, j'ai l'impression. Avec Azure, au contraire, non. Il y a pas de, maintenant c'est fini. Il y a pas de bonne ou mauvaise plateforme. Il y a des bons ou mauvais programmeurs, c'est tout. Donc j'ai pas du tout de. En tout cas, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les combats sur le web ouvert, le PHP, l'open source, exactement, et les web propriétaires ou les formats de code propriétaires. Quand on est jeune, on est souvent plutôt pro open source parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir accès à des plateformes payantes type MSDN, etc. Et donc, comme je n'étais pas différent des autres, évidemment, j'étais plus proche des PHP, des C, des C++, des Linux que des plateformes Microsoft. Mais bon. Et en une phrase, sans rentrer dans le trop de technique, aujourd'hui, t'as quelqu'un qui nous écoute qui se dit je veux faire du code, je veux me lancer dans un truc, tu lui dis on s'en fout de ce que tu choisis comme code, ou t'as quand même un truc où tu lui dis moi je pense que ça c'est bien, ou... Bon, je pense qu'aujourd'hui on s'en fout vraiment. Alors c'est sûr, il faut connaître JavaScript, il faut connaître probablement PHP, il faut connaître probablement Scala ou Python, mais plus que les langages en eux-mêmes qui sont quand même très similaires aujourd'hui, c'est surtout les plateformes qui sont importantes. Ce qui est important, c'est de connaître Google Cloud Platform, c'est connaître peut-être Azure, peut-être AWS, Amazon Web Services. Ça, ce sont des plateformes majeures qu'il faut connaître, à mon avis. Tout ce qui est cloud, du coup, hein, vraiment. Tout ce qui est Où est-ce que tu héberges tes sites et voilà. Plus que héberger des sites, ça maintenant, c'est devenu du cloud computing, c'est-à-dire serverless, sans serveur, il y a plus de machine, en Bien fait. sûr. Où est-ce que s'exécute ton code? Voilà. Après, les langages, ça s'apprend facilement. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est les plateformes, les interconnexions, les outils, les machines, le déploiement, des choses comme ça. Ça, c'est important. D'accord. Donc tu refuses Criteo. Voilà. Oui. Tant qu'à faire. Hein. Et je me lance dans l'aventure avec Yann sur son site qu'il avait lancé. On le fait, comme je connaissais rien au web pur, pour le coup. Je venais de 4 ans de télécom, donc si tu veux, pour moi. Donc il me dit, bon, écoute, occupe-toi de la partie technique. J'étais censé être le CTO de cette boîte-là. Et je choisis un peu par hasard, en demandant à deux, trois potes à droite à gauche, je choisis par hasard un outil, un CMS, donc Content Management System, pour créer ce site-là, qui s'appelle Drupal. Bon, à l'époque, Drupal 4, je crois. Il y avait tout un tas d'outils, Joomla, WordPress, Easy Publish, enfin tout un tas de trucs. Et bon, on choisit un peu par hasard. C'est ce qu'on appelle un CMS. Hein. C'est le début de ces CMS quand même. Ils sont pas très vieux aussi. Non, il faut voir que 2007-2008 là. Il faut voir que 92, 95, je pense que c'est PHP qui est né. Ouais. Donc 4-5 ans après naissent les premiers CMS, premiers frameworks qui accélère la création de sites web interactifs. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Vous entendez souvent WordPress qui est vraiment le très gros leader mondial sur ce genre de choses, mais qui est utilisé d'ailleurs différemment selon les pays. Drupal, on va avoir dans le e-commerce Magento, PrestaShop. J'ai reçu notamment Bruno Lévesque sur PrestaShop ou Shopify.
Donc c'est vraiment des plateformes qui te permettent de créer un site avec des choses déjà développées que tu vas pouvoir. Ça évite de réinventer la roue. Donc, exactement. De construire à chaque fois ta voiture à partir de zéro en fondant chaque pièce, bah tu as effectivement des gros morceaux, des roues, des volants, des moteurs qui sont préexistants, donc tu peux aller plus vite. Tu assembles, d'accord. Donc là, tu décides de te tester sur Drupal. Tester sur Drupal, et puis donc on lance le site qui était plutôt bien fait d'ailleurs, mais grossière erreur, deux graves erreurs. Première erreur, c'est que le coût de l'acquisition de trafic déjà à l'époque était extrêmement élevé, donc 2007-2008 déjà dans le travel, c'était les coûts du clic étaient extrêmement chers. Donc l'acquisition, c'est comment faire venir du monde sur ton site, généralement en payant Google quand quelqu'un te dit je cherche un voyage à Rio de Janeiro et tu payes très cher parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se battent, c'est un système d'enchères, donc qui se battent sur ce système pour la même destination, c'est ça? Exactement. Et le deuxième truc qui était beaucoup moins flagrant, c'est que pourquoi aujourd'hui sur Booking.com, sur Expedia, surtout même sur TripAdvisor, vous n'avez pas de vidéo aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est pas compliqué de faire de la vidéo. Tout simplement parce que quand tu réserves une chambre au Crillon, que tu as payé 1000, 2000 € jour, et que tu as des belles photos grand angle, ça fait rêver, tu cliques, tu achètes. En revanche, quand tu vois la même chambre filmée caméra point et tu te rends compte que c'est une chambre de 10 mètres carrés que tu as payé 2000 balles, eh ben là, ça donne pas du tout envie. Donc en fait, c'est double peine. D'un côté, l'acquisition de trafic très très coûteuse, et de l'autre côté, bah finalement la base même de notre idée était finalement assez mauvaise. D'accord. Et donc là, on est un peu dans une situation problématique. Tu peux pas faire en grand angle en vidéo pour donner envie, je sais pas, il y a pas des tricks un peu Je sais pas, peut-être, mais ça coûte cher. Nous, on avait évidemment pas des moyens, on a filmé nous-mêmes avec une petite caméra point, donc voilà. Et il me semble que si aujourd'hui il y a pas de vidéo sur Booking, alors qu'ils ont dû expérimenter à peu près toutes les possibilités pour Puis ça coûte plus cher à produire, quoi qu'il arrive, ça coûte cher à produire la vidéo, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait pas mal sur WeFlash, je t'en ai parlé, une startup qu'on a créée. On fait des photos, je crois qu'il doit faire entre 350 et 400 shootings photos par jour aujourd'hui, notamment pour des plateformes immobilières, mais aussi pour de l'hôtellerie, pour Uber Eats. Mais la photo, évidemment, ça coûte moins cher à produire, en post-production, si tu veux cleaner les images, tu veux changer un peu les choses, c'est pas la même chose que la vidéo où t'as X, je sais pas où on en est, 60 images secondes ou plus à cleaner, quoi. Voilà. Donc on est en fin de droit assez dit, puisqu'on j'avais quitté Streamwide et Yann aussi avait quitté son emploi. Et donc on arrive un peu à une situation compliquée. On a un truc qu'on sait dont on pourra pas tirer de revenus. Ouais. Nous-mêmes, on est en fin de droit. Et ça s'appelait comment, tu m'as dit My Video Planet. My Video Planet, d'accord. Et du coup, ce qu'on essaie donc idée de Yann, je s'en rappelle toujours, je pense qu'il a passé 2 jours de coup de fil. On appelle des agences, Publicis, TBWA, Textuel Lamine, BDDP, enfin toutes les agences qu'on connaissait, agences de pub, et en disant, écoute, on a fait ce site-là sous Drupal. Est-ce que ça vous intéresse? Et on s'est trouvé un nouveau nom du coup, ça s'appelait iDrupal. Bon, c'était une bonne idée pour vendre du Drupal. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait que 12 boîtes en France qui étaient enregistrées en tant que développeurs, enfin, en tant que créateurs de sites sous Drupal. Et nous, on était la 13e, quoi. Donc, et là, on a, en moins de 2 heures, je crois, on a déjà 3 rendez-vous, et les 3 rendez-vous nous filent des projets. Parce que c'était très demandé. Il se trouve que Drupal, c'était très demandé par les clients et que personne ne savait faire en France. Et là-dessus, c'est quand même, en fait, un petit coup de bol, quoi. Le fait Évidemment. Que tu aies choisi Drupal, t'aurais choisi autre chose. Alors j'aurais choisi Joomla, ça aurait été mal. Mais peut-être que t'aurais fait le succès de Joomla après. D'accord. Donc il y a quand même un peu ce truc où un jour tu t'es dit bon, après c'est peut-être pas non plus complètement hasard si t'as choisi Drupal. Il y a bien une raison qui t'a fait choisir ça plus qu'autre chose. Oui, parce que ça me semblait plus structuré, mieux fait, mais globalement surtout à l'époque, Drupal n'était pas le Drupal d'aujourd'hui. Le Drupal de l'époque, il était buggé, pas beaucoup mieux, voire beaucoup moins bien que des WordPress ou d'autres. Mais l'idée était meilleure peut-être. Et t'avais des rapports avec Drupal ou même pas du tout? Ah non, à l'époque, on n'avait pas du tout de rapport. Le premier rapport qu'on a avec Driss, le fondateur de Drupal, qui est belge, c'était justement, donc on démarre, donc c'est coup de fil, on monte une équipe en Russie, évidemment, de développeurs. On commence à avoir le premier site, c'était qu'on devait faire pour Textuel Lamine, c'était pour Champion, qui a été racheté par Carrefour à l'époque, c'était des idées du goût. Vendu, je me rappelle, 7 700 € quand même.
pas cher. Hein. Pas cher. Pour une marque comme ça, il doit y avoir du boulot en plus. Ouais, mais on avait 7700 €, là, on les voyait tout de suite rentrer, on s'est dit, tiens, il faut manger. Et donc ça, attends, je reprends. Donc tu crées Hydrupal, qui est en fait une marque, une qui est agence. toujours c'est une nouvelle structure ou c'est la même boîte? Bon, à l'époque, on utilisait sur la même, mais enfin, c'était une nouvelle structure qui devait être créée de toute façon. Vous étiez tous les deux actionnaires? Tous les deux actionnaires, c'est tout 50-50. 50-50, personne d'autre. Déjà avant dans la société. Alors avant, Yann était bien plus majoritaire parce que c'était son idée, moi j'avais que 10%, mais dans la nouvelle structure, pour le coup, on repartait un peu à zéro, donc on était à 50-50. Et donc là, tu repars sur ton idée de la Russie. Et c'était une évidence pour moi, donc il faut des développeurs Drupal. Tu avais un lien toujours, une connexion? Pas de connexion, pas de lien. J'étais parti trop jeune, mais par contre, je parlais la langue, je connais un peu le pays quand même, je sais comment on peut négocier, voilà, donc j'ai des bases quoi, mais rien de plus. Et tu vas où? Saint-Pétersbourg, ma ville natale. Tu débarques, tu prends un avion, tu trouves des gens ou même pas? Sur Internet, on a trouvé des mecs, voilà, c'était Yuri, il s'appelait à l'époque, je me rappelle. Mais. C'est de la sous-traitance, là, c'est pas des employés. Ouais, non, c'est de la sous-traitance, c'est des freelances, quoi, en gros. D'accord. À ce moment-là. Et Yuri nous embrouille complètement. Il nous fait un tarif très élevé à l'heure, ce qui nous oblige nous à vendre le TJM le taux jour homme assez élevé aussi. Et en plus, il nous laisse tomber en plein milieu du premier projet. Ça se passe mal et on est en panique. On cherche donc une alternative. C'est là où on doit mettre en avant notre business aujourd'hui, c'est que quand tu passes avec des devs ou des free à l'étranger, n'importe où, ça t'arrive assez souvent. Même en France. Même en France. Hein. Ouais. Bon, ça nous arrive pas de bol, ça nous arrive sur le premier projet qu'on gagne. Et là, donc on va chercher en urgence une alternative. Et là, on va de l'autre côté, on va en Ukraine. Voilà, il se trouve qu'on a trouvé 3 développeurs là-bas, Alexis et Arthur, 2 Alexis et un Arthur. Et il se trouve que si on doit faire un petit saut en avant, aujourd'hui, c'était les 3 directeurs associés 10 ans plus tard d'Adiax. Et donc, tu vas en Ukraine, Kiev. Kiev, enfin Jitomir pour être précis, mais pas très loin de Kiev. Oui. D'accord. Ukraine, qui dit Ukraine, dit les Ukrainiens parlent ukrainien et russe. Oui, tout le monde parle, enfin la plupart parlent ukrainien et russe, oui. D'accord. Qui sont 2 langages très différents ou plutôt proches. Plutôt proches. On va dire comme l'espagnol et l'italien ou l'espagnol et le portugais, voilà. Et les Ukrainiens et les Russes s'aiment pas toujours trop quand même. Bah à l'époque ça se passait bien. Ouais. Attention, c'est depuis peu. Là il y a la guerre, c'est terrible et c'est terrible pour l'Ukraine. Mais à l'époque ça se passait plutôt bien. D'accord. Donc tu vas là-bas, pas de souci de voilà. Problème. T'as tes 3 gars qui sont en fait pareil, des free du coup. Et des free exactement. Et sauf que ceux-là ils sont extrêmement bons. Et là, ils font déjà du Drupal. Ils font déjà du Drupal. Ouais. Ils sont très très bons, bien câblés, mais surtout extrêmement fiables. C'est ça qui est important. Donc ils commit quand ils disent je vais faire ça pour dans 2 jours, c'est vraiment fait dans 2 jours, c'est propre. Donc on a eu du bol de tomber sur ces gars-là. Et à ce moment-là, juste donc on a fait le premier projet, ça s'est très bien passé. Évidemment, comme les agences de cette taille-là, on a un flot permanent de projets. Bah, comme on est vraiment pas cher, bah, ils nous refilent à chaque fois du projet parce je pense, on doit être le prestataire le moins cher qu'ils aient jamais eu. Bah, peu à peu, on commence à relever les prix évidemment, en tout cas les estimations qu'on fait. Et donc vous faites du dev, quoi. Vous avez vous avez pas de créa, pas de. On nous file la créa, on nous file les specs. Spécifications techniques et fonctionnelles détaillées. On nous dit quoi faire et on fait. Mais on le fait bien. D'accord. Et vite, bien, pas cher. Et donc la mayonnaise prend assez vite parce que évidemment on est un prestataire fiable, pas cher et qui est toujours d'accord pour prendre des projets. C'est à ce moment-là que Driss, le fondateur de Drupal, nous appelle et il me dit les amis, vous êtes gentils, mais Drupal c'est ma marque, elle est déposée, vous pouvez pas s'appeler iDrupal, donc changez. Alors, beaucoup de réflexions, comment on peut s'appeler, la ferme du digital, les digital pirates, j'en sais rien. On aurait pu s'appeler Cosa Vostra peut-être à l'époque. Et bien, et là je me rappelle toujours, on passe un coup de fil à un copain de Yann qui bosse maintenant chez Colgate à Hong Kong et avant il était chez L'Oréal, a créé la marque Fructis, je crois, de shampoing. Et on l'appelle, on le réveille, il est 3h du mat chez lui, on lui dit écoute, on est dans la merde, on cherche des noms, toi t'es fort, trouve-nous un nom. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous vous en foutez? Ah non, c'est pas ça qui compte. Regarde YouTube en français, c'est nul, et pourtant c'est une marque majeure. Il a cru qu'on était une agence de pub. Ouais. Donc il a dit, c'est très simple, advertisement, Yann, Maxime, Adiax. Allez, c'est réglé. On dit, c'est pas mal, le .com est disponible. Go.
Donc c'est comme ça qu'Ajax est né. D-Y-A-X. Voilà. Bon, 2008 2008. D'accord. Et du coup, le premier rapport avec Driss, donc, le fondateur, fondateur de Drupal, vous vous dites, mais quel gros con, quoi. Non. Il avait tout à fait raison. Et en Driss, vérité, nous, on savait que ça allait tomber un jour ou l'autre. Mais c'est juste que pour l'approche commerciale, quand t'appelles appel froid, c'est-à-dire que là, c'était vraiment le phoning de base, quoi. Et évidemment, quand tu t'appelles bonjour, je m'appelle Drupal, ça ouvre des portes. Et donc, avec Yann, vous répartissez le rôle. Lui, il fait plutôt le bizdev et toi, t'es plutôt... Alors, au départ, exactement. Au départ, moi, je gère la relation avec les développeurs étant tech. Yann est plutôt commercial. Lui, gère la relation avec les clients. Il ouvre les premiers comptes. Ce qui est marrant, pour revenir à la genèse de ça, excuse-moi, je te pose une question, en plus je te coupe après, mais faut s'habituer parce que je fais souvent ça. C'est qu'en fait, le business d'agence, tomber dedans, en fait, sans le vouloir, c'est par accident, c'est finalement très simple. Enfin, je veux dire, ça m'est arrivé, c'est arrivé je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui sont un peu créées comme ça. T'as un peu de compétences, t'appelles quelqu'un, on te dit tiens, fais-moi un site, ou tiens, fais-moi un truc, ou tiens, fais-moi du contenu si t'es sur du contenu, ou de la créa. Puis en fait, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, puis finalement, t'es une agence, en fait. Sans vraiment avoir fait attention. C'est l'avantage du service. Le service, comme le consulting, l'agence, ou le service en général, c'est très facile. Parce que tu peux démarrer quasiment sans argent, juste en faisant facile. Non, l'exécution est importante. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives si tu fais de la bonne qualité, si t'es fiable et si t'es pas trop cher, t'as évidemment toujours des concurrents qui sont moins bons que toi. La difficulté, c'est de le maintenir sur la distance, sur 10 ans, 15 ans, sur à 2, à 3, à 5, à 100, à 200, à 1000, à 2000, 3000, tu vois, c'est ça qui est difficile. Mais au départ, effectivement, quand t'es entre 0 et 10 personnes, c'est pas très compliqué, disons, de rentrer dans le domaine du service. Souvent, d'ailleurs, les startups Streamwide étaient financées au départ par du service. J'en connais beaucoup d'autres qui utilisent en fait leur boîte de service pour financer finalement leurs produits, leurs trucs qui leur tient à cœur. Ce qu'on fait pas mal, nous, chez Cosa Vostra, finalement, en créant des startups, en plus de ce qu'on fait, ouais. Voilà. Et donc, première année, on fait, je crois, 500 000 de chiffre d'affaires et qu'on avait 0 coût fixe puisqu'on était, j'en étais aux acédiques. Puis c'est énorme. 500 000 euros de chiffre d'affaires première année et surtout 400 000 de résultats, quoi. Enfin, quasiment. Enfin, je dis n'importe quoi, mais enfin, c'était complètement hallucinant. On se dit, waouh, il y a un truc quand même. Et on développe ça beaucoup jusqu'on recrute évidemment des chefs de projet, on déménage, on était à la Plaine Saint-Denis dans une pépinière, on est rue de Charonne après, on recrute beaucoup de monde en Ukraine, on commence à recruter des chefs de projet, ça commence à grossir. Tes Ukrainiens du coup là, ils deviennent salariés? Alors, ils sont tous effectivement full-time bossant chez nous dans des locaux à nous. Il y a une petite particularité à connaître, c'est que la plupart des Ukrainiens qui travaillent sur des services IT sont ce qu'on appelle des private entrepreneurs. Donc, de toute façon, tout le monde est juridiquement freelance là-bas. D'accord. En revanche, ils travaillent quand même que pour toi, avec un contrat d'exclusivité. Tu leur signes des NDA, comme on dit ça en français, NDA. Des non-disclosure, des contrats de confidentialité. Voilà, merci. Et donc en gros, c'est comme si c'était des salariés. C'est juste que fiscalement, c'est plus intéressant pour eux. Voilà. Et donc là, on grossit, tranquillement, toujours sur la même lancée. Et là, l'avantage, c'est que de bosser initialement avec des grosses agences, c'est que c'est un flow de business permanent. Tant que t'es juste développeur pour eux, un exécutant, ils te voient pas comme un concurrent. Donc tu sous-traites. Il t'envoie tout le business. Tu sous-traites pour des grosses agences. T'as pas besoin de faire beaucoup de bizdev parce qu'en fait ça grossit. Eux, ils veulent pas avoir la compétence en interne parce que ils se disent que voilà, c'est pas forcément le bon boulot. Ils marchent déjà suffisamment bien sur toi, de toute façon, pour se dire qu'en fait, voilà. Et toi, tu te staffes en Ukraine et à Paris aussi. Et à Paris aussi, parce que le modèle, c'est ce qu'on appelle un modèle front-back. Donc on a la relation client, les chefs de projet, les product owners, comme on dirait aujourd'hui, qui sont proches du client, qui peuvent aller à l'agence en 10 minutes, qui contrôlent la qualité des livrables, qui pensent l'architecture du projet. Et derrière, par contre, tout le développement est fait en Ukraine. Et tu bosses au forfait là-dessus? À l'époque, on bossait qu'au forfait, oui. D'accord. Le travail d'estimation, évidemment, comme tout le monde, on se trompait. Évidemment, comme tout le monde, on a pris des énormes bouillons. On a eu un projet qui nous a rapporté 100 000 euros, qui nous a coûté 250 000, je crois. Donc, mais l'avantage, c'est qu'on gérait cette boîte comme. Mais du coup, pour compenser ça, il fallait que tu aies d'autres projets qui te rapportent beaucoup. Évidemment. Et évidemment, l'avantage, c'est qu'évidemment, les salaires en Ukraine sont moins élevés.
mais c'est surtout la qualité d'exécution. C'est-à-dire que on n'était pas dans une approche cost killer. On n'était pas beaucoup très rapidement. Les premiers projets évidemment n'étaient pas chers, mais très rapidement on a atteint à peu près les prix normaux du marché. C'est quoi le prix normal du marché pour toi? Alors après, c'est un développeur qui vaut entre 400 et 600 euros jour. Voilà. Ouais. Donc on était à 400. Sur pas une superstar expérimentée. Ça, alors la différence, elle est là. C'est que en fait, quand tu finis Polytechnique en France, tu finis Centrale, tu vas pas être développeur. Ou alors c'est pour ta propre start-up. Ouais. Tu vas aller dans une BU gérer, une BU d'Orange, une BU de Saint-Gobain, je sais pas où, partir à l'étranger, etc. À Google. Ou à Google, voilà, très bien. Google, ouais. Donc il y a un tissu économique très fort en France, ces grosses boîtes internationales qui te permettent, pour ces cerveaux-là, qui sont très bien câblés, d'aller expérimenter leur savoir et surtout leur rapidité, intelligence. Voilà, ouais. Merci. En Ukraine, proportionnellement, statistiquement, ils ont la même quantité de gens très intelligents, très brillants, très forts. Sauf qu'ils n'ont pas le tissu économique. Si tu vas pas travailler dans une banque ou pour Gazprom en Russie, finalement, tu travailles pour l'étranger. Et puis, ils ont un bon je crois pas que ce soit cliché ce que je veux dire, même si on a déjà parlé, mais un bon système éducatif, notamment autour de tout ce qui est maths et dev, quoi. Enfin, alors, plus généralement dans l'Europe de l'Est, mais deux raisons. Effectivement, les maths, globalement, l'URSS c'était une nation très militaire. Qui dit militaire dit quand même les maths sont privilégiées par rapport à d'autres matières. D'autre part, il y a aussi le fait que les jeunes, quand ils sortent de l'école et quand ils vont à l'université, donc ils ont 20 ans, un peu moins 18 ans, il faut qu'ils financent. Et globalement, le pays est quand même plutôt pauvre. Surtout, souvent, les parents n'ont pas les moyens d'envoyer quelqu'un à Kiev, par exemple, lui payer quelque chose, lui payer un appart, etc. Donc, dès l'âge de 18 ans, ils commencent à travailler dans le dev. Ils font des petits projets, etc. Mais très vite, à l'âge de 18 ans, ils commencent à travailler pour financer ses études. Ce qui fait que quand il arrive à 24 ans, en France, tu sors d'école, bon, t'as appris ce qu'on t'a appris à l'école, mais t'es vert, enfin tu connais rien bleu. Finalement dans le bleu, ouais, plutôt ou vert comme on dit. Ouais, vert, ouais, je vois. Et en revanche là-bas, 18 plus 24, donc il a 6 ans déjà d'expérience quand il sort de l'université de là-bas. Donc le mec, quand il sort, il est déjà très bien câblé, il sait parler anglais, parce que forcément il travaille avec l'étranger, il sait ce que c'est la relation client. Ils sont sur des plateformes de freelance, des choses ils sont sur des plateformes de freelance, des Upwork, etc. Donc évidemment les mecs, ils sont déjà plus matures. Et donc, ce qui nous permet, nous, avec des développeurs qui coûtent à peu près le même prix ou qui sont peut-être un peu moins chers, mais globalement qui sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces et qui compensent la distance. Quand tu travailles à distance, il y a forcément des incompréhensions, des choses qui sont des non-dits qui ne passent pas, qui compensent par la qualité de leur code, de la qualité de l'architecture. Donc, les projets globalement vont plus vite et dans le cadre du forfait, c'est quand même un gros avantage. Et là-dessus, tu as des devs donc qui parlent anglais. Donc ton front back, ton approche en tout cas avec tes product owners par exemple à Paris ne doivent pas nécessairement parler russe. Non, personne. Enfin, la langue de travail chez nous, c'est que de l'anglais. D'accord, très bien. En premier avant le français d'ailleurs du coup. Et bon, évidemment à Paris on parle tous français, mais dès qu'il s'agit d'envoyer un mail ou faire c'est tout de l'anglais. Ouais. Et de fil en aiguille, du coup, tu passes de 2008 à 2018. On va pas faire l'accélération rapide. Tu vas me raconter quelques petites choses, mais juste pour voir les chiffres. Tu passes de tes 3 freelances ou alors qui étaient à l'époque, tu dis des private entrepreneurs déjà, à combien de devs? 2018, on était aux 300-350 personnes donc là là aujourd'hui on était 350. Pas mal, hein. C'est pas mal, ouais. C'est une grosse croissance et bon, on n'est pas Blablacar, mais c'est pas mal pour du service. C'est vrai que c'est fou. Et surtout, on a toujours été rentable du premier jour. On n'a jamais perdu une seule année un centime. D'accord. Voilà. Et ça, donc tu grossis de manière assez organique et régulière ou comment ça se passe? 30% par an quasiment depuis toujours. Il y a eu un moment où c'était compliqué, c'est 2011-2012. Enfin, 2 moments. 2011-2012, on sent qu'on a besoin d'aller, pour chercher plus de croissance, plus de marge, d'aller travailler en direct avec les clients. Donc c'est à ce moment-là qu'on décide de ne plus passer par les agences, aller en direct. Donc c'est un move compliqué puisque du coup entre 2011 et 2012 on n'a pas fait de croissance. C'est vraiment un gros move ça, hein. Pour expliquer à ceux qui connaissent pas cette approche, c'est que quand on travaille pour les agences, on n'existe pas.
Donc on est souvent en marque blanche. L'agence le dit ou le dit pas, mais généralement souvent elle le dit pas. Donc le client pense que c'est les devs de l'agence qui font le projet, alors que c'est une agence tierce, Adiax là en l'occurrence, qui le faisait. Donc éventuellement quand on le pousse ça à l'extrême, t'as même ton product owner qui finit par avoir un email sous le nom de l'agence, qui se présente comme chef de projet de l'agence, alors qu'en fait il est contracteur. La bascule, je me rappelle, c'était une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, Business Lab, on travaille avec Bouygues Immobilier, donc un gros site immobilier. Et puis pendant les rendez-vous clients, j'arrive moi à l'agence, présente Maxime Topolov, bonjour, Business Lab, etc. Et puis à un moment donné, à un événement Drupal qui était à Paris, je présente évidemment, je parle de Drupal à un parterre de personnes. Et à la fin, elle dit bonjour, je me rappelle plus comment il s'appelait le garçon. Elle me dit, je suis de chez Bouygues, mais vous vous présentez comme Maxime Topolov d'Adiax et pas de Business Lab. Expliquez-moi. Alors je dis, écoutez, voilà, c'est comme ça. Hein, on a joué carte sur table. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit que bon, il faut faut exister en tant que tel, parce qu'on s'est formé, on s'est structuré grâce aux agences qui nous ont permis d'apprendre notre métier en quelque sorte, parce qu'on ne le connaissait pas vraiment, de l'améliorer. Et l'avantage de partir d'une feuille blanche c'est qu'on a construit notre propre chemin. On n'a pas copié les autres organisations, les autres structures, les autres façons de faire. On a vraiment créé ça comme on pensait qu'il était nécessaire de le faire. On s'est structuré. 2012. On a coupé le cordon. C'est très difficile parce que c'est une vraie perfusion, les agences, parce que il te file permanence du business, t'as pas à réfléchir à ton pipe, à ton développement commercial, t'as pas à répondre à des appels d'offres. C'est très, très, oui, surtout très que tu peux bosser avec des agences concurrentes, ils s'en foutent, ils savent que du moment que tu délivres, toi t'es pas front client, donc voilà. Exactement. Et ils ont pas à être maqués avec l'un ou l'autre. À partir du moment où tu délivres, t'es une fonction, finalement, pas support, mais tu délivres un service qui est pas ni créatif, ni conseil, ni d'accord. Et en effet, du coup, c'est quand même quasiment la branche sur laquelle t'es assis, en fait. Exactement, parce que à peu près donc 2011. Tu fais combien de CA à ce moment-là? 2011, on faisait 2,4 millions. D'accord. Donc 4-5e année. Non, 3e année. 2,4 millions. Donc on arrête quasiment, on commence à aller chercher des clients en direct. Et ta marge a toujours été à peu près identique? La marge a beaucoup, à peu près identique. On faisait toujours entre 12 et 17% de marge, ce qui est bien pour le secteur. Mais parce qu'on avait une organisation qui était très efficiente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on avait quasiment que des productifs. Les seuls non productifs, c'était moi et Yann. On avait finalement des bureaux qui grossissaient uniquement avec notre taille. On n'avait pas de commerciaux, pas de marketing. Enfin, c'est la structure la plus optimisée possible. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien. Alors surtout pour ce métier, c'est-à-dire que quand t'es entre 2008 et 2011, faire 12-17%, quand t'es vraiment en mode je vends du jour homme, c'est une bonne rentabilité. Quand tu passes dans le mode agence, finalement, les champions comme Publicis, ceux qui sont cotés, je crois qu'on est plutôt sur des 20-25% de marge. Et ce qui est fou, c'est de te dire qu'ils font 20-25% de marge en faisant bosser en dessous des gens comme toi qui font 17%. Donc quand tu cumules et que t'es au final le client final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui marchent. Exactement. Et d'ailleurs, ça va faire le parallèle avec le deuxième étape importante du développement. Donc là, on coupe le cordon ombilical. On démarche, on travaille en direct, on commence à signer beaucoup dans les médias, parce que les médias, c'était plus facile à signer. On avait fait Rue 89, Télérama, Courrier International, des choses comme ça. D'accord. On travaille pour le Figaro, pour France Télévisions. Donc, on rentre par ces trucs-là, et puis on apprend le nouveau métier, finalement, parce qu'on apprend ce que c'est qu'une proposition commerciale. C'est pas qu'un chiffrage. Comment convaincre un client, comment je comprends de la concurrence, c'est quoi un RFP international, c'est quoi un RFP public, alors, un RFP, c'est Request for Proposal, donc un appel d'offres. Voilà. Exactement. Okay. Donc pendant période compliquée 2012, 2013, 2014, période compliquée, c'est qu'en 2014 qu'on stabilise, qu'on comprend. Il y a pas un moment où tu as envie de revenir en arrière, tu te dis pas Non, parce que déjà les marges sont évidemment plus importantes, parce que on comprend que là on peut vendre des vrais projets à un vrai prix, au prix que vendent des agences. Mmh. Mais très rapidement, on comprend aussi qu'il nous manque une grosse partie du projet, enfin du processus de la chaîne de valeur, c'est la partie UX, design, conception, stratégie. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, on a réussi à trouver des clients qui étaient prêts à nous filer le design et les specs
et on faisait pareil qu'avec les agences. Mais globalement, la plupart des clients, quand ils veulent une plateforme e-commerce ou un site ou un intranet, ils te disent pas, ils te filent pas le design et les specs. Oui. Ils disent, j'ai besoin. Tout produire. Tu dois même les accompagner, les conseiller. Exactement. Comment t'avances, comment tu vas vendre mieux, quel bouton, quelle chose, ouais. Exactement. Et là, on voit un plafond de verre, tant sur la partie croissance que sur la partie marge, c'est que, on n'est pas consulté sur les parties créatives quoi. Donc gros virage, alors qu'on se vendait depuis maintenant 2014, ça faisait combien de temps? Ça fait 6 ans. Depuis 6 ans, on était comme leader Drupal en France, ce qui était vrai, donc des techs, une SS2I quoi. Là, on a décidé de faire un virage à pratiquement 180 degrés. On a quasiment enlevé toute référence à Drupal de nos communications. Et on prend un virage, encore une fois, apprendre de nouveaux métiers. C'est quoi le stratégie? C'est quoi l'expérience utilisateur? C'est quoi le business design, design service? C'est quoi tout ce monde-là? On recrute une personne, troisième personne, deuxième personne. Ça marche pas, C'était très compliqué. Donc 2014, 2015, 2016, très compliqué. Mais on commence quand même à avoir des premiers... Compliqué, tu restes rentable, mais tu vous payez mal, Non, compliqué, pas non, on reste très rentable, ça marche, mais c'est compliqué de lancer, finalement, beaucoup plus compliqué de lancer une agence pure de création, de gérer des créatifs, de les recruter, de les trouver, de les motiver et vendre leur création que de la tech. Et puis d'être aussi, je crois qu'il y a ce côté... on a réussi en partie sur certains créneaux, certains secteurs chez Cosa Vostra, je crois à ça, et on en a déjà parlé, mais à être perçu comme une agence qui sait faire parce qu'on a sorti des belles choses, mais la perception externe, je veux dire, au-delà du savoir, il y a quand même un côté souvent le faire savoir qui est hyper important. Absolument. La reconnaissance marché, quoi. Exactement. Évidemment, on est tout petit, donc finalement, on a de toute façon pas beaucoup de reconnaissance marché au-delà de ceux qui connaissaient Drupal, mais déjà, c'est vraiment un monde différent, la gestion de créatifs et de ces gens-là. Mais on a réussi à trouver un garçon super, Gabriel, qui nous a rejoint et qui a quasi tout seul monté tout notre studio. Et là, pour le coup, grosse satisfaction, puisque sur des comptes comme Dior par exemple, ou Veuve Clicquot, ou Van Cleef & Arpels, on arrive à gagner les projets, 2 encore plus fier face à des très grosses agences agences très reconnues comme Mazarine, Publicis ou LBI. Et à côté de ça, mais mieux encore, sur les 2 dernières années, on arrive à être consulté et gagner des appels d'offres uniquement sur la partie UX et design, et alors que la tech n'est pas chez nous. Et ça, c'est un vrai plaisir. Alors d'un côté, on peut dire oui, vous avez perdu le business, mais au final, je suis très content quand on a su qu'on a gagné la partie UX et design d'un projet et que la tech est filée à quelqu'un d'autre. Sachant que nous, quand on s'est rencontrés, c'était plutôt l'inverse finalement. C'est-à-dire exactement. que c'est arrivé exactement à cette période-là. Exactement. Dior, hein, c'est ça. On s'est rencontrés. Exactement chez Dior. On salue Sylvie Philippon, qui est la directrice des systèmes d'information. Je vais vous raconter quand même une petite anecdote. Je suis obligé de la raconter celle-là. Mais en effet, nous, on était plutôt sur la partie, enfin même complètement sur la partie design UX et gestion de projet. Et vous étiez vraiment sur le dev du bac en Drupal. C'est pour ça que tu disais en introduction qu'on était concurrents. Oui, mais en fait, on a bossé ensemble et sur plusieurs projets, ça s'est toujours bien passé. On a toujours adoré bosser avec tes équipes. Je salue aussi Ronnie d'ailleurs. Et non, cette anecdote quand même, c'est de se dire que quand on va chez Dior, qui est quand même une belle maison, on a fait pas mal de beaucoup de rendez-vous, différents endroits, et qu'on voit ce type pour la première fois. Qui a un nom russe et qui débarque en Crocs, parce que là aujourd'hui Maxime est devant moi en Crocs, évidemment. Voilà, donc il y a un trip autour des Crocs. Je t'ai même vu là-bas, je crois que tu sortais d'une sorte de roadshow après être allé dans la même maison chez Sephora, mais déguisé en smoking. Enfin, le mec fait quand même des rendez-vous dans des maisons de couture, dans des accoutrements. On se dit mais c'est pas possible. Comment en fait? Et il a une cote là-bas, mais vous imaginez même pas. Donc c'est vrai que c'est assez marrant parce que t'arrives aussi à je crois casser les codes là-dessus. Alors, c'est pas casser les codes. C'est que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que on a inversé les rôles avec Yann. C'est-à-dire que si moi j'étais sur la tech, maintenant on était équipé en tech. Les 3 développeurs initiaux sont venus à Paris gérer la tech. Yann s'occupe, par contre, il y avait un vrai espace qui gérait l'Ukraine, RH, administratif et finance. Il a pris en charge toute cette partie-là. Et du coup, je me suis retrouvé seul en sales. Là, pour le coup, vu que maintenant on faisait des appels d'offres, qu'on vendait. Donc, j'étais faire du sales. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que faire de l'anti-vente comme ça, arriver en croc chez Dior, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ma cam est tellement bonne
tellement bien faite que j'ai pas besoin d'avoir un costard, j'ai pas besoin de faire des efforts pour toi parce que c'est mes projets, mes gars, mes équipes qui parlent pour moi. C'est forcément un peu assumé parce que évidemment, forcément assumé, on t'en a toujours parlé, mais c'est vrai que le contraste est intéressant et c'est vrai que il y a quand même un moment où tu te dis ça existe dans les règles du business, l'empathie. Tu vois, si tu vas voir un client qui a un costard cravate, idéalement tu te mets en costard cravate parce que il a besoin d'être rassuré, de voir que toi là tu t'es mis sur un vraiment, comme tu le dis, un anti-sales. Ouais, mais par contre aussi je joue jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais très transparent. C'est aussi là pour le coup c'est vraiment l'ADN de la boîte qui de la Diax en général. C'était des valeurs qui sont très importantes pour moi et pour Yann à titre personnel et du coup qui se répercutent aussi bien à l'extérieur vis-à-vis des clients mais aussi vers l'intérieur. La transparence, l'honnêteté totale, ça c'est très important. Donc les gens sentent ça. Je raconte jamais de bullshit. Quand ça va pas, on dit que ça va pas. Quand ça va bien, on dit quand ça va. Je confirme. Et troisième élément, c'est aussi une certaine impertinence à l'intérieur de nos équipes en interne, surtout quand même. Mais c'est important aussi cette proximité qu'on a avec les mecs et cette certaine impertinence, c'est très important, qui rejoint un peu la transparence, etc. Donc finalement, c'est pareil. Pourquoi est-ce que je viendrais déguisé en costard si je porte jamais de costard dans la vie de tous les jours? Donc finalement, c'est assez cohérent avec le reste. Non, c'est vrai. Après, on peut se dire aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui, quand ils quittent une grosse structure, une banque, un gros cabinet de conseil, alors peut-être que dans pas mal de cabinets de conseil, on porte plus la cravate systématiquement, mais du jour au lendemain, ils lancent leur start-up et tu les vois sortir en jean t-shirt. Alors, est-ce que c'est parce que c'est enfin un relief où, voilà, ils peuvent ne plus le porter parce que c'est un costume ou, comme tu le dis, c'est un accoutrement, ou est-ce que ils passent d'un accoutrement à l'autre? Oh, c'est un détail. De toute façon, je pense que ça a jamais fait signer ou casser un deal, sauf peut-être de très rares exceptions. De toute façon, si un mec non, mais de toute façon, si un mec ne veut pas signer avec toi parce que tu portes pas de cravate, t'as pas forcément. Non, c'est sûr. Les Crocs, tu me pousses loin quand même. Les Crocs, c'est vraiment une sorte de. Les Crocs chez Dior quand même, faut le dire. Il y a une barrière franchie, je pense. Ah, écoute, la seule fois où je les ai pas mis, c'est quand c'était à la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Là, je me suis dit bon, ils vont pas forcément peut-être comprendre. Là, j'ai mis des chaussures. C'est la seule fois. Voilà. Donc, et donc, t'en as plusieurs paires ou pas? Parce que là, j'en ai plein. Là, c'est les derniers cadeaux. C'était pour les 10 ans d'Adiax qui m'ont offert ça, les gars de chez. Donc, elles sont très belles. J'espère que tu apprécies. J'apprécie énormément. J'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont très belles. Je t'achèterai une paire. C'est sympa. Écoute, je te prends au mot. Donc, on enverra tout ça à Crocs pour qui on fait une belle promo. Et donc, du coup, ouais, tu structures tout ça. Comme tu le dis, t'as donc un certain nombre de personnes qui viennent d'Ukraine en France. T'as des bureaux qui grossissent et en France, un très beau bureau d'ailleurs que tu as l'occasion de racheter récemment, je crois. Ouais, rue du Sentier. Rue du Sentier, plein centre, super coin qui est bien monté en plus, à côté du Hoxton. On a donc une boîte qui grossit, qui s'organise. Et toi, comment vous gérez tout ça à deux? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même hyper. Alors, pas du tout. Alors on est pas du tout deux. Donc il faut bien voir que les deux Alexis et Arthur, eux, ils prennent des rôles très importants sur la delivery, c'est-à-dire sur la gestion de la production. Ouais. Ils prennent complètement en charge de ça. Je m'en occupe plus du tout. Yann non plus. À côté de ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vends un produit, ils ont des specs ou quelque chose, et puis toi tu disparais, c'est géré chez eux. Tout tourne. Moi, je ne fais que d'amener les nouveaux clients, mais par exemple, le développement de compte est fait par les chefs de projet. D'accord. Donc, on n'a pas de commerciaux. Donc, tout le centre de profit qui est par exemple, Dior est géré par Ronnie, comme tu disais. Il gère toute la relation et commerciale et la production, etc. Donc, une structure très flat, hein. D'accord. Très, très, très horizontale. Et à côté de ça, on a quand même, en 2015, recruté une directrice générale, Marie, qui a, elle, pris en charge, l'arrivée de Marie, c'était vraiment un bonheur parce que mine de rien, c'était quand même assez compliqué de gérer ça à deux. Puis on n'est pas forcément des très bons managers. En 2015, on devait être 200, je pense. Et t'as combien de bureaux à ce moment-là? Parce que c'est pareil, il y a une spécification, on en a pas parlé, mais Adiax, c'est pas juste Paris-Kiev ou Paris à côté de Kiev, tu m'as dit non, pardon. Jytomyr. Alors justement, non, c'est 12 bureaux. Donc pourquoi autant? Parce que les profils là-bas en Ukraine, on n'est pas les seuls à y être allés, évidemment. Il y a Facebook, il y a Google, il y a IBM, il y a Samsung, il y a toutes les grosses boîtes.
Qui ont des bureaux sur place. Qui ont des bureaux sur place. Avec des devs. Avec des devs. Ils recrutent beaucoup. Donc, la tension sur les ressources est phénoménale là-bas. Donc, ça se voit d'abord sur les salaires. On a des front-end développeurs qui peuvent toucher, je sais pas moi, $5,000 par mois, $6,000 par mois. Chez Adiax? Chez Adiax ou chez Facebook, ils peuvent toucher même 7,000, 8,000. Donc, il y a une vraie inflation des salaires. Mais aussi sur, toutes les demandes. Par exemple, si un développeur est au fin fond de, je sais pas, Lviv, Lutsk, ou n'importe quelle ville, et qu'il a une famille, une maison là-bas, et que les bureaux de Facebook sont à Kiev, il sera peut-être d'accord s'il y a un bureau à côté de chez lui, à Lutsk, dans sa petite ville, et de rester avec sa famille, ne pas vendre la maison, etc. Ce que ne peut pas faire Facebook. Ce que pourrait faire Facebook, mais c'est compliqué à leur échelle. Ce que toi tu peux faire. Et moi je peux faire, donc du coup j'ai ouvert plein de petits bureaux dans lesquels il y a peut-être entre 10 et 50 personnes. Et ce qui me permet de couvrir quasiment tout le territoire ukrainien et de proposer, si jamais quelqu'un veut déménager dans une autre ville pour des raisons familiales, personnelles, whatever, il peut le faire parce qu'on a un bureau là-bas. Et de la même manière, si je trouve une star quelque part et qu'il n'y a pas de bureau à côté, on lui fait ouvrir un bureau. Donc généralement, ta méthode là-bas, c'est de te dire, je prends une star et j'ouvre un bureau autour de lui. Exactement. Et éventuellement, tu fais bosser ses proches, Absolument. Si tout ce qui est possible pour essayer d'aider et de retenir, la retention est très importante. Le taux d'attrition était très bas chez nous. Donc globalement, c'est important d'offrir des vrais plus par rapport à la concurrence là-bas. C'est une vraie bataille, comme ici. Et il y en a certains qui bossent de chez eux? Très peu. C'est quand même compliqué. C'est que les projets se font, c'est possible, hein, mais le télétravail, c'est compliqué. Et du coup, c'est Ukraine? T'as d'autres pays? Non, on a aussi testé la Moldavie, on avait testé la Roumanie, on a testé la Pologne, on a des gens en Russie aussi. Non, on est assez agnostique. Ce qui était important, c'était d'avoir des gens à peu près dans une même zone horaire, et, idéalement quand même plutôt dans les républiques soviétiques. Et puis sinon, non, on s'interdit rien. Et toi, tu vas dans tous les bureaux fréquemment? Alors, à l'époque, j'y allais pas souvent. C'est surtout Yann, justement, qui allait souvent. Qui lui n'est pas du tout. C'est russe. Et moi, je suis pas du tout sales. Je suis en croc. Voilà, on a vraiment inversé. C'est le jeu de rôle. Lui, il y allait en costard et toi, tu allais en. Et voilà, lui, il allait en costard en Ukraine et moi, j'allais en croc chez les clients. Voilà, on s'est trompé quelque part. Non, et c'était très bien d'ailleurs comme ça parce que du coup, il a vachement bien géré le développement là-bas. C'était pas toujours simple. Ouais. Et voilà. Et du coup, il y a toute une structure qui a été apportée. Tu me disais un peu des crises que tu as pu avoir autour de la data, des données que tu récupères, des outils, des choses comme ça. Comment tu passes de 3 personnes à 300? En fait, le vrai difficulté, c'est plutôt vers 2014-2015, l'arrivée de Marie d'ailleurs, puisque c'est la première année où on a fait quasiment pas de résultats. 2015. Et sans le voir arriver. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun outil. Ça marchait bien. Et en gros, on savait les chiffres résultats qu'on allait faire en mois de décembre. Ah, tiens, on a fait de l'argent. C'est bien. Ah, tiens, on a encore fait. Parce que ton année fiscale est, Ouais, c'est décembre. C'est décembre, ok. Donc, en gros, à la fin de l'année, on regarde nos comptes. Ah ouais, c'est bien, on a gagné de l'argent cette année. Et puis pareil. Puis globalement, ça allait bien tant qu'on est tout petit. Parce qu'on savait très bien, ah tiens, lui, il est pas trop occupé, tel chef de projet. Il faudrait lui filer un projet. C'était facile. Par contre, passer au-dessus de 150, 200 personnes, immédiatement, c'est vraiment qu'un coup près qui tombe, on perd complètement la vision sur tout ce qui se passe. Il y a trop de projets. Il y a plein de projets que tu connais même pas. Il y a plein de projets qu'on connaît pas. On sait pas le taux d'occupation des équipes. Là-bas, ni ici. Et globalement, on perd la main. On perd complètement la main et c'est un moment assez stressant parce que tu le sens venir ou tout d'un coup tu le sens venir et puis surtout tu as les résultats qui tombent à la fin et ton comptable qui dit mon coco, cette année, t'as presque rien fait. Donc t'as pas fait de résultats. Tu dis, c'est pas possible. Et sachant que tu as fait 30% de croissance, mais tu fais zéro marge, quoi. Et là, ça fout les boules. Et là, il faut s'équiper. Et là, on y est allé à marche forcée, en mettant en place une BI, du reporting, du suivi de la taux de marge, de la constatation de chiffre d'affaires, taux d'occupation d'équipe, tout un tas de KPI. On en a inventé une quinzaine. Alors évidemment, quand on fait ça à marche forcée par-dessus une organisation déjà existante, c'est pas forcément facile. Qui est-ce qui fait ça? C'est Marie? C'est toi? Alors c'est Marie, c'est Arthur chez moi qui s'est beaucoup impliqué sur la partie BI, un des 3 Ukrainiens. D'accord. Et mais également Tom. Enfin c'est un travail d'équipe. Il y a pas voilà. Il est l'idée par Marie évidemment. Et là, ce qui est intéressant, c'est que
c'est qu'on a vu des poches d'une part de croissance, mais de marge assez important, parce qu'on avait des gens on avait, à un moment donné, en 2015, on avait 30 personnes qui foutaient rien, sans qu'on s'en aperçoive. Enfin, qui foutaient rien, qui travaillaient sur des trucs, sur des projets qui rapportaient rien, quoi, voilà. D'accord. Et 2016, la barre est redressée, et là on retrouve évidemment la marge qu'on devait faire, et surtout la croissance continue. Donc là, on est très content. Et ce qui est fou là-dessus, c'est que tu me racontais récemment que t'es le seul bizdev quasiment. Enfin, c'est comme tu le dis, chaque chef de projet fait son bizdev chez son client, mais aujourd'hui le new biz, c'est toi qui vas le chercher. Alors il y a aujourd'hui, depuis un an à peu près, on a Olivier qui nous a rejoint, Olivier Le Goth pour la partie commerciale, mais globalement oui, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire quoi bizdev, ou quand je vois maintenant d'autres structures où les commerciaux travaillent, ils travaillent aussi sur les comptes existants et sur le chercher les nouveaux comptes. Moi, je m'occupais que du newbie. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'offres qui tombe d'un client que je ne connais pas. Je travaille, je fais la réponse à l'appel d'offres. Et à la fin, je signais 3-4 millions comme ça tout seul. En revanche, une fois que le compte est signé, je ne touche plus du tout. C'est le chef de projet ou le directeur de projet qui prend intégralement la relation commerciale. Et par exemple, un Ronnie ou un Sergei chez nous qui gère des comptes comme Wait & See ou Dior, ils peuvent gérer jusqu'à 1 million par an tout seul. Et finalement, ça se passe très bien parce que ils sont opérationnels, ils sont pas vus comme des vendeurs, comme un cheveu sur la soupe qui arrive dans le projet, et ils sont bien vus des clients quand ils demandent des demandes d'évolution, de changement de périmètre, ça passe facilement parce que voilà, ils sont pas vus comme des vendeurs de tapis. Je comprends. En revanche, ça aussi, on a senti vers la fin là, vers 2018, une limitation, c'est que on se limite qu'à l'entrant, c'est-à-dire que on va en conquête. On n'est pas jamais en conquête. C'est-à-dire que le client va nous consulter sur par exemple du développement. Le chef de projet va répondre, on va dire ok, on va faire le chiffrage, on va faire le projet. Mais en revanche, par exemple sur le mobile, alors que nous on savait faire du mobile, mais comme le client n'avait pas cette perception-là, il ne consulte pas sur le mobile, il vous consulte vous. Ce qui est intéressant, c'est de te dire quand même que tu arrives à faire 30% de croissance en te limitant à l'entrant, donc sans conquête, c'est quand même faramineux. C'est-à-dire que tu arrives à passer, tu nous parles d'un chiffre d'affaires de 2,4 millions en 2012 ou quelque chose comme ça. Donc tu arrives à des niveaux de chiffre d'affaires qui doivent être entre 10-15 millions assez rapidement. En 2018, on a fait 13. Ouais, donc 13 millions en 2018. Non, 2017, pardon. 2017, l'année dernière. Pas fini encore. Donc 13 millions, ce qui est quand même gros, quoi, pour une boîte que tu as créée il y a 10 ans, c'est bien. Et sans aller chercher, c'est-à-dire, et sachant que je pense que quand même, si tu l'as testé depuis, la conquête, t'as un taux de succès tu perds plus de temps. Quand quelqu'un vient chez toi, c'est qu'il est déjà quelque part un peu captif. Ah oui, mais la conquête, c'est 30% de signature. Sur du captif, c'est 60-70%, évidemment. Donc, non, mais l'essentiel du business, c'est, quand tu fais du service, c'est de s'assurer de la qualité de ton service, quoi. Ça veut dire que tu essayes de livrer toujours le produit le meilleur possible. Donc, en termes de qualité, en termes de relations clients, etc. C'est pas toujours possible. On foire des projets comme tout le monde, ça arrive. Mais quand même, dans la ligne directrice, il faut essayer d'être meilleur que les autres, tout en restant raisonnablement au niveau des prix. Donc, si t'es meilleur que les autres et que t'es à peu près au même niveau de prix ou un peu en dessous, forcément, tu vas grossir. C'est logique. Par contre, il faut mettre en place un vrai travail derrière, une vraie organisation, des vrais process pour que ce soit le cas, quoi. Donc, c'est pas facile. Et du coup, là, vous arrivez, on est en 2018. Sur ces 2 dernières années, donc nous, on se connaît depuis 2-3 ans, tout s'est quand même pas mal accéléré parce que la croissance, reprise de tout ce qui est rentabilité, achat des bureaux aussi, donc vous avez fait ça, je crois. Alors ça, on l'a fait tout récemment, ça date d'un mois, donc non. Mais avant de le vendre, c'est ça, enfin en parallèle, peut-être, je sais pas, de vendre la boîte, et vous vendez la boîte, quoi. C'est ça. Et surtout, on vend la boîte, voilà. Donc on à vend Smile, qui est, pardon, je te laisse expliquer. Ouais, Smile alors c'est notre plus gros concurrent, c'était notre plus gros concurrent. C'est une boîte qu'on connaissait depuis très longtemps. C'est des leaders de ce qu'on appelle l'open source. On disait tout à l'heure, mais nous, on ne faisait que du Drupal. Eux, ils faisaient des dizaines de technologies. Et surtout, c'est une très grosse boîte. Ils sont maintenant avec nous plus de 1700 personnes. Mais le plus important, c'est que c'était une boîte qu'on connaissait depuis longtemps, qui nous connaissait depuis longtemps. Et le boss, Marc Palazon, on le trouve très bien. C'est un homme droit. C'est un mec
intelligents, visionnaires. Et donc, le fit humain plus la connaissance respective des clients respectifs, les technos, tout, ils sont en Ukraine aussi. Alors pas dans les mêmes villes que nous, mais sauf Kiev, mais globalement tout est quand même très proche. Et on est quasiment sur tous les appels d'offres face à face. Et donc c'était une décision plutôt logique pour peu qu'on se mettait d'accord, qu'on arrive à se mettre d'accord sur le prix. T'étais vendeur, toi? C'est toi qui cherches à vendre? Alors, on l'est toujours, on l'est jamais. Nous, on cherchait pas forcément à vendre, mais il y avait quand même quelques éléments. Ça faisait 10 ans. Yann et moi, on avait, sur le plan personnel, patrimonial, on n'avait rien d'autre qu'Ajax. Donc, il fallait qu'à un moment donné qu'on arrive à transformer ça en cash parce que, voilà. Si tu plantes la boîte, t'as plus rien. Ça, et puis même à titre personnel, on a vraiment zéro, quoi. On n'a pas d'immobilier, pas de voiture, rien. Les parents, nos parents respectifs sont plutôt des gens très modestes. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est aussi que l'on sentait plusieurs mouvances, plusieurs vagues en même temps. Premièrement, c'est que notre organisation très flat, très horizontale, qui dépendait beaucoup de la bonne volonté des hommes et des femmes qui travaillaient pour nous, c'était pas forcément quelque chose d'assez scalable. C'était difficile de passer à l'étape supérieure parce que ça dépendait quand même beaucoup du groupe et des hommes que tu recrutes. Ce qui est marrant, c'est que le type qui est passé de 0 à 300 personnes en 10 ans, voire plus, ne dit c'est pas scalable. Mais bon, de toute façon, l'humain, c'est pas scalable en soi. Mais je veux dire, t'as quand même réussi à faire un truc qui est... Il nous manquait la couche de middle management, peut-être à un moment donné. Deuxième élément qu'on voyait aussi, il y a une certaine concentration dans les boîtes. Pourquoi? Parce que si on était arrivé au le plus gros projet, je crois qu'on est vendu c'est un 2017, 2018, c'était 1 million d'euros. Ok. Mais pour aller au-delà, pour vendre du 2, 3, 4 millions, parce que c'était ça la nécessité, parce que c'est difficile de maintenir une équipe de, je sais pas, 400, 500, 600 personnes si tu n'as pas de gros projets. Parce que sinon, tu recommences tout de zéro. Donc, pour signer ces gros projets, il fallait plus être monotechno. Il faut pouvoir proposer plusieurs technos. Il fallait avoir aussi une palette de services avec des gens sur place, des développeurs à Paris, des développeurs à Bordeaux, etc. Ou être international. Bref, on était trop petits et la croissance organique qu'on pouvait avoir jusqu'à présent n'allait plus suffire. Donc, d'une part, on avait envie quand même d'avoir mais on aurait pu aller chercher un fonds, par exemple. Cash outer un peu. Et d'autre part, on avait aussi senti ce besoin pour aller plus vite, de rejoindre un groupe plus important. Mais par contre, la chance qu'on a, c'est qu'on avait Smile qui était quand même très proche de nous sur le mindset, sur les technos, sur les clients. Et puis humainement, les patrons, on les connaissait. Ils sont très sympas. Donc là, t'as franchi une étape qui est de te dire j'ai du patrimoine, quoi. Ouais. Pour la première fois de ta vie. Ah, là, ça va. Non, mais techniquement, je peux pas en parler plus que ça, mais j'ai plus besoin de travailler, en tout cas. Et puis, pourtant, je bosse plus que jamais. Ouais, évidemment, ça fait plaisir. C'est une très belle vente. Et bravo, déjà, faisons un petit stop parce que c'est cool et c'est un vrai achievement, une vraie, je vais utiliser, j'allais dire un milestone. J'ai que des trucs en anglais. Mais un vrai point de succès dans la vie, d'arriver à se créer tout ça et en venant d'où tu viens, même si tu t'as pas l'air de te plaindre non plus, hein, mais arriver à avoir ce moment, parce que c'est vrai j'en parle souvent sur ce podcast, mais quoi qu'il arrive, il y a des chiffres qui peuvent paraître vertigineux. Tu te dis, le mec fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, il fait toujours 15% de marge ou plus ou moins, mais voilà, donc sur 13 millions, ça fait quand même 4 millions 5, quelque chose comme ça. Tu te dis, non, je dis une connerie, 2 millions, pardon. En fait, tu te dis, attends, il fait plein de marge, il fait plein de trucs, il a les poches pleines en fait. Mais en fait, t'es toujours all-in puisque la croissance est telle qu'elle se finance en fait. Quand tu fais 30%, en fait, ouais, mais en fait, c'est même pas ça, c'est que t'as les poches non, faut dire ce qui est, t'as toujours les poches pleines, surtout qu'on était quand même, encore une fois, on est une gestionnaire de bon père de famille, donc on n'a jamais trop dépensé. Oui, t'avais de l'argent dans la boîte. Mais je veux dire, quand je dis les poches pleines, je parle en perso. C'est que t'es toujours, il y a peu d'entrepreneurs qui réussissent vite et bien, qui se gavent personnellement. De toute façon, oui, déjà, un truc très important, en tout cas, à titre personnel, c'est que, si tu bosses pour l'argent, tu arrives pas à en gagner. Tu peux pas faire quelque chose juste pour l'argent. L'argent, c'est bien, mais tu le fais pour gagner face à un concurrent. Tu le fais pour sortir un autre concurrent, pour faire plus de projets. C'est plus les chiffres à la fin qui tu t'en rends pas vraiment compte.
Et d'ailleurs, ce que je me disais avant la vente, je me disais, ah tiens, si jamais on était vendu, je pourrais m'acheter ci, je pourrais m'acheter une nouvelle bagnole, je pourrais m'acheter ça. Résultat des courses, et on a vendu. Maintenant, je peux tout m'acheter, je ne m'achète rien. Au contraire, j'ai plus de montre, j'ai vendu ma bagnole et à partir de janvier, je me déplace en vélo. Et il se fait offrir des Crocs toujours. Et je me fais toujours offrir des Crocs, tu vois. Donc et elles sont pas en or massif. Non, elles sont pas du tout en or massif. C'est vraiment pas. Enfin, du coup, c'est devenu beaucoup moins mon truc. Et quand on n'a pas, tu le cherches et une fois que tu l'as, bah, tu sais pas vraiment ton truc. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais par contre, maintenant, j'ai plein de défis, plein de nouveaux challenges parce que c'est quand même. J'ai rejoint maintenant Smile. Ouais. En tant qu'entrepreneur, arrivant dans une grande boîte, c'est toujours. Ça fait quoi, 1 ou 2 mois? Ça fait 2 mois, ouais. 2 mois, ouais. Et c'est bizarre parce qu'on voit tout de suite plein de problèmes. Au départ, on dit oh là là, mais ça marche pas. Ça on peut améliorer. Ça on peut améliorer. Et puis un peu, tu dis bah non, finalement, globalement, quand tu step back tu prends un peu de hauteur, tu vois ah non, c'est comme une très belle boîte, très bien organisée. Et c'est quand même impressionnant de voir aussi le pas que tu franchis d'un coup, parce que tu te retrouves finalement à bosser dans une boîte de 1700 personnes en sortant d'une boîte de 300 personnes, et tu vois tous les défis que tu as connus à ton échelle, tu vois à quel point ils sont encore plus complexes à hauteur de 1700 personnes quand ils sont sur 20-25 bureaux dans plusieurs pays. Il y a un directeur de la com, une directrice de la com chez Smile? Il y a un directeur du marketing qui est Grégory, marketing innovation qui est Grégory Bécu. Tu lui as demandé si tu avais le droit de faire ce podcast? Bonne question, je sais pas, mais Alors Grégory, on te salue, mais quoi qu'il arrive, même si il est trop tard, on a tourné 1h14, je vais le sortir et on t'embrasse. Non, mais je ne donne aucune info confidentielle. Non, mais ça ce ne sont que des choses qui sont rares sont certains groupes, certains entrepreneurs ou certaines choses où en fait on me dit. Au pire, je me fais virer. D'accord, c'est intéressant. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses parce que tu parlais de la culture d'entreprise, de la transparence, de plein de choses qu'on vit là hein, et que j'apprécie, je te remercie. Mais tout ça, bah, il y a quand même, il va y avoir des mouvements. Il y a des gens qui vont probablement partir. Il y a des changements, des choses et des gens qui vont rester. Il y a forcément des gens qui vont partir, peut-être parce que géographiquement ça va pas ou je sais pas. Mais globalement, c'est ça qu'on a aussi fait très attention et on était ravis que ce soit Smile et que ça marche avec Smile, c'est parce que finalement les notions de transparence, d'ouverture pour un leader d'open source, c'est quand même important, c'est quand même très similaire. Les mindsets, c'est ce que je disais au début, les mindsets sont les mêmes. Je vois très bien, quand je suis dans le bureau de Smile, des mecs qui passent, qui ouvrent le bureau de Marc Palazon, le PDG, qui disent, tiens Marc, tiens viens voir, on a un problème, etc. Donc c'est très, malgré la structure qui est nécessaire pour une boîte de 1700 personnes, c'est une boîte très ouverte, plutôt horizontale, les hiérarchies ne se sentent pas, il n'y a pas de politique, ça c'est vraiment intéressant. Et donc ça c'est plutôt cool. Et puis t'acceptes avec tes Crocs en plus. Bah je suis pas le seul là-bas en plus. Arrête. Il y a des barbus, des Crocs. Enfin c'est une boîte open source, c'est une boîte de geeks. Hein. D'accord. Très bien. Et du coup c'est quoi tes projets là maintenant que tu as les poches pleines et et que tu veux pas t'acheter de voiture, etc. Tu vas te lancer dans des nouvelles choses. Tu vas investir dans des trucs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toi les gens qui nous écoutent? Pour l'instant, je continue chez Smile parce que moi je trouve que c'est un challenge personnel. C'est que jusqu'à présent je n'ai jamais travaillé dans une grosse boîte. C'était une première pour moi. Dans une vraiment grosse boîte, la plus grosse que j'ai eue, c'est Adiax finalement, la mienne. Et du coup, c'est un challenge personnel de transformer des choses, d'apporter des transformations, d'améliorer les choses dans une grosse boîte. C'est toujours intéressant. C'est un challenge personnel pour moi, pour essayer d'apporter plus de qualité dans les livraisons, peut-être pivoter un peu aussi le positionnement par exemple, je donne un exemple. Chez Smile, il y a des centaines de consultants, du UX designer, de DA, de UI, qui font tous les jours du design, de l'UX, du conseil stratégique auprès des clients. Et pourtant, quand tu demandes à droite, à gauche dans le milieu, Smile est vu comme un intégrateur open source, donc des tech. Alors que c'est pas déjà le cas. Donc tu me disais tout à l'heure, la perception, c'est important. Bah peut-être, je vais essayer d'aider un peu à changer la perception et l'image de marque de Smile. Tu commences ici déjà, c'est bien. Bah, je commence ici déjà. Donc, salut voilà. Grégory. Et aussi parce que je remets de l'argent dans cette boîte aussi, parce que j'y crois et je pense qu'on peut amener d'une grosse PME. Donc Smile va faire cette année peut-être 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, à partir de avec Marc et toute l'équipe dirigeante
de manière collégiale, et ça c'est vraiment aussi un point intéressant, c'est que c'est très, toutes les décisions sont plutôt collégiales, discutées, tout est travaillé en commun, et bien ensemble d'emmener cette boîte-là comme un champion européen cette fois-ci du digital. Ça, c'est un défi intéressant. La faire passer à 200, 300, 500 millions, c'est un truc qui serait génial. Et c'est intéressant parce que tu l'as dit là entre deux lignes, mais tu as un réinvesti alors que rien ne t'y obligeait chez Smile, de l'argent du rachat de Adiax. C'est pas pour de la défise parce que tu aurais pu le mettre n'importe où ailleurs ou faire n'importe quoi. C'est quand même vraiment un signe fort de ton implication dans tout ça. Oui, et surtout parce que je suis pas idiot, je pense que c'est un bon investissement, que c'est une boîte qui va continuer à grossir, et j'y crois beaucoup, et surtout que je peux apporter à la hauteur de mes modestes moyens quelque chose, à une pierre à l'édifice, et ça correspond complètement à ce qui me fait toujours fait kiffer depuis 20 ans, c'est-à-dire construire des trucs, voilà. Adiax va disparaître? Adiax, la marque va disparaître à terme, oui, je pense. Oui. Mais c'est logique, de toute façon, Smile, Adiax n'était connu que des Parisiens, que du milieu de Drupal. Ouais. Smile, pour le coup, c'est une boîte qui a 27 ans, qui est connue en Europe, qui est connue sur tout un tas de techno, c'est logique. D'accord. Et donc toi, il y a des investissements que tu veux faire, des choses que tu as pas réfléchi, tu as des choses. J'ai des millions d'idées, mais j'ai pas, pour l'instant, évidemment, je ni le temps, ni la possibilité de les faire moi-même. Investir pour investir, j'avoue que c'est dans des startups, c'est pas forcément mon truc. Je pense que si j'investis quelque part dans une petite boîte, il faudrait que je sois dedans. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mis à la banque. Une banque suisse. Une banque suisse, en France. Oui, enfin c'est une banque suisse. Et avec une mauvaise rémunération, c'est bien, bravo. Et là-dessus, du coup, tu te projettes sur un certain nombre de choses, de petits projets en plus en perso ou pas? Non, j'avoue que c'est compliqué de mener. C'est très prenant. Hein, donc pour l'instant, pas de projet perso. Pour moi, le projet c'est Smile. Et puis si ça marche, je serais très 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 content. Et puis si jamais ça marche pas, on verra. Mais pour l'instant, je suis concentré là-dessus. Voilà, donc Et alors, pour parler un peu de ton orga, comment t'es arrivé là-dessus? Tu parlais de bosser beaucoup, pas avoir l'impression de bosser beaucoup, de coder 12 heures par jour à un moment, de plus coder après. C'est quoi tes petits secrets? Bon, j'ai pas forcément de hobby en dehors de ça. Ce qui est vraiment ton travail, c'est ton hobby. Voilà, c'est mon travail, c'est mon hobby. Ça a toujours été le cas, et je pense que c'est ça qui est un facteur clé du succès. S'il y a un truc ikigai, je crois que les Japonais appellent ça, si t'as un truc qui te correspond et qui te rapporte de l'argent, c'est génial. Et c'est vrai que c'est aussi garder la motivation sur 20 ans dans le digital, mais c'est jamais le même métier. Tu commences comme codeur, puis chef de projet, puis tu commences à gérer des hommes, puis tu as fait un peu de vente. Puis tu gères une boîte, puis tu penses à la stratégie. C'est quoi la stratégie? Donc t'apprends en permanence. Donc c'est toujours intéressant. Et puis après aussi, je sais pas, le rapport à l'argent, ça a vachement changé. En fait, quand j'ai commencé, que c'est en Russie ou même quand je commençais ma carrière au tout début, que tu gagnes des clopinettes, j'habite chez ma mère, voilà, t'as très envie d'avoir l'iPhone, la Rolex avant 50 ans, la belle bagnole ou les chaussures de chez Berluti. Et puis peu à peu, plus finalement j'avais les moyens. Plus je mettais les crocs et il vieux souhaite. J'arrive pas à savoir si c'est parce que t'as les moyens ou si c'est une question d'âge. C'est un peu les deux. C'est aussi une question d'âge, ouais, évidemment. Mais oui, non, je pense que c'est très lié à la question d'âge aussi. T'as moins besoin de prouver aux autres qui tu es. Donc, mais voilà, ça c'est un point intéressant. Et du coup là-dessus, autour de ça, pas de sport, hygiène de vie. Si, je vais des fois à la salle, mais j'ai fait dit-il en levant les yeux. C'est compliqué. Ouais. Si, je vais à la salle en ce moment même, mais bon, non, c'est pas mon truc. T'es pas dans un truc de. J'aime beaucoup les grands restos, j'aime beaucoup la bouffe, je fais beaucoup la cuisine. Je fais tout le temps la cuisine chez moi. Ça, c'est une vraie passion pour le coup, pour un peu se vider la tête. J'ai visité, je pense, tous les restos étoilés parisiens. Ça, c'est vraiment une vraie passion. Et je fais beaucoup à bouffer. Là, j'ai plein de bouquins sur la cuisine, ça j'aime beaucoup. Ouais. On m'a même dit il y a quelques mois, je ne citerai pas Sylvie que je viens de citer, que à un moment tu envisageais presque de te lancer dans un restaurant, oui.
Ouais, bah j'ai absolument, parce que je comprends ce que c'est. Enfin, j'aime beaucoup la cuisine. Encore une fois, c'est de la création. Tu crées avec tes mains quelque chose et que tu donnes du plaisir aux autres, c'est vraiment sympa. Et puis bon, c'est un peu de l'ingénierie quand même aussi. C'est très proche du métier d'un développeur finalement, parce que certes tu travailles avec tes mains, mais en fait il y a des recettes, il y a des règles, il y a des process, et c'est très militaire comme organisation. Mais après j'ai eu l'occasion de visiter les cuisines d'un peu plus près. J'ai vu ce que c'est que le vrai travail. J'ai compris. Chez un chef étoilé. Hein. Pas étoilé, mais c'était c'est un chef parisien, et j'ai vu que c'était un métier complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de vie sociale, c'est très intense physiquement, très intense mentalement, et que c'est bien gentil de faire la cuisine quand il y a 10 potes qui viennent à la maison, mais c'est pas du tout la même chose que de servir 50 100 couverts tous les jours, surtout tous les jours, avec la même qualité, et faire la même chose. Donc c'est pour l'instant c'est un projet qui reste un projet peut-être pour mes 50 ans. On va faire venir un chef sur le podcast. J'ai fait Nicolas Paciello, qui est chef pâtissier au Prince de Galles, chez qui j'ai eu le plaisir d'aller prendre un goûter que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, le Tea Time au Prince de Galles. Il faut faire venir Alain Passard. Eh ben écoute, tu vas m'aider. Et ben top. Et si tu avais l'occasion, Maxime, ouais, je vais aller un peu plus jeune que d'habitude, mais d'aller voir Maxime à 13 ans quand il arrive de Russie, et de lui balancer un petit message comme ça. Bah, je pense que ce qu'il faut lui dire, n'aie peur de rien et ne te sous-estime pas, parce que c'est la vraie difficulté. Enfin, à chaque fois que je progressais d'une échelle sociale, en tout cas les gens que je rencontrais étaient de plus en plus élevés dans leur échelle sociale, je me disais, quand j'ai rencontré mon premier client, je dis, oh là là, mais eux doivent être vachement intelligents, beaucoup plus intelligents que moi quand même, regarde leur position, leur poste, leur fortune, etc. Et puis plus tu montes, plus tu te rends compte que finalement tout le monde est à peu près pareil. Il n'y a pas de gens, c'est pas parce que les mecs il a beaucoup d'argent, qu'il est très haut placé, qu'il est 10 fois plus intelligent que les autres, qu'il y a beaucoup d'occasions ratées ou d'opportunités à saisir, que le hasard fait les choses, ton parcours personnel fait que tu arrives là ou là. En parallèle, mais il y a beaucoup de progrès aussi. Je veux dire, oui, il y a quand même ça. C'est-à-dire qu'au début, tu pars de le mais il faut pas se limiter. Qui cherchent pas à progresser. Aussi. Oui, mais il y a beaucoup de gens aussi qui disent, oh, c'est pas pour moi, ça est tellement plus intelligent que je devrais pas aller parler. Il faut pas se limiter, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir de complexe. Tout le monde est pareil. On y va, on peut parler, interpeller le PDG d'Air France comme le président de la République, n'importe quoi. Il y a aucune raison. Si tu fais du bon boulot, si tu es talentueux, si tu sais faire quelque chose, vas-y, rien ne t'arrêtera. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se limiter, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir de complexe à parler à tout le monde. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Je pense que après tout ça, vous comprendrez tous pourquoi je m'entends bien avec Maxime, et qu'on est toujours ravi de se croiser, même sur des appels d'offres et des choses comme ça. Je serais ravi encore d'aller de l'avant. Je trouve que tu as un parcours assez fou, et surtout ce bout de chemin intermédiaire, parce qu'il te reste plein de choses à vivre, hein, mais qui est très amplement mérité, et beaucoup de travail et de réflexion sur tout ça qui sont intéressants. Donc je te remercie d'avoir donné autant de temps, de m'avoir donné autant de temps. J'espère que vous avez aimé cet épisode, et puis que vous allez le noter, parce que j'entends trop de gens qui me disent ah non je l'ai pas encore fait mais je vais le faire. Il faut le noter, j'ai besoin de plus de notes pour remonter dans les classements, ça marche bien. Je vous remercie à tous d'écouter Génération Do It Yourself et de le partager à vos amis, à vos proches. Je te dis à bientôt. Salut Maxime. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.